Notre ami Laurent au sujet des pratiques complémentaires et des essais thérapeutiques. En ce qui nous concerne, ici, on a essayé de mener un essai thérapeutique randomisé autour de l'auriculothérapie pour améliorer les bouffées de chaleur. Cet essai thérapeutique a été déposé 3 fois en programme hospitalier de recherche clinique, ce qu'on appelle le PHRC. C'est un programme à l'hôpital qui permet d'avoir des fonds, des financements pour mener cette recherche. Le programme a été mis de côté 3 fois pour différentes raisons, qu'on mettait la priorité pour des traitements anticancéreux, qu'on mettait la priorité pour d'autres thématiques. Donc on a fini par laisser tomber cette affaire. Donc la première question, c'est en France, c'est bien effectivement de dire qu'il faut éviter le gourouisme et le n'importe quoi, mais à partir du moment où on ne peut pas, d'un point de vue universitaire, mener des essais thérapeutiques corrects sur ce type de pratique, ça va être difficile de prouver quoi que ce soit. Comment a-t-il été possible aux États-Unis, notamment avec les études yoga que vous développez depuis toutes ces années, de mettre en place ces essais, de les valider, d'avoir le financement pour les mener à bien? Votre question est extrêmement complexe, hein, mon cher ami. Alors, il y a 2 parties. Comment vous trouvez le financement? De la même façon que vous trouvez des financements pour toute recherche qui n'est pas sponsorisée par l'industrie. Et ça, c'est tout le lobby pour avoir des dons. Ou bien vous cherchez dans votre budget interne avec les infirmières, etc. On parle souvent de ce terme complémentaire, mais franchement, je crois qu'il n'y a pas différents types de médecine. Il y a juste un type de médecine, celle qui est bonne, basée sur les preuves, et puis la mauvaise médecine, sans preuve, sans justification, et qui est également une mauvaise utilisation de la médecine, qui est complètement non conventionnelle. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on soutient? C'est comme le Dr Shapiro disait, c'est une bonne communication sur les avantages et les inconvénients de tout traitement. Est-ce qu'il y a vraiment une preuve d'acupuncture pour les bouffées de chaleur en oncologie? Est-ce que c'est le traitement ou est-ce que c'est le vieillissement? La preuve n'est pas de la meilleure niveau, ce n'est pas de qualité A mais qualité B. Il y a eu des essais cliniques qui contrastent l'acupuncture par rapport aux agents pharmaceutiques classiques et placebo. Mais il n'y a jamais eu plus d'100 de personnes dans ces essais. Mais par la suite, vous regardez les inconvénients. Qu'est-ce que c'est les inconvénients? Il n'y en a pas, il n'y a pas de effets secondaires. Si c'est fait par une personne appropriée, il n'y a pas d'effets secondaires. Donc, on peut toujours faire ça et parler librement avec des patients pour regarder quelles sont les alternatives qui existent et puis également ce rapport risque-bénéfice et recommander des choses pour lesquelles il y a de plus de preuves. Finalement, c'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, vous avez parlé des recommandations. Nous avons une société qui s'appelle la Société d'oncologie et il y a 2 semaines, ils ont publié une recommandation sur le cancer du sein, particulièrement pour les survivants de ce cancer du sein en prenant en compte la médecine intégrative. Ils ont pris en compte tous les traitements intégratifs ou tous les traitements complémentaires. Alors, j'étais en 2006 à ASCO lorsque vous avez parlé de votre essai sur le yoga. Et c'était vraiment impressionnant parce que nous avons vu la perception de bénéfice pour les patients était extrêmement élevée, mais sans aucun critère de qualité de vie. Et puis, vous avez gardé cet essai pour démontrer l'impact du yoga. Et chaque année, jusqu'à maintenant, nous avons des communications, des réunions sur le yoga. Vous avez fait exactement la même communication sur le yoga tibétain. Et vous êtes vraiment très, très impliqué dans ce genre de soins. Alors, vous avez la possibilité de le faire, mais comment avez-vous financé la solution aux États-Unis? Comment avez-vous eu la validation? Comment vous avez eu au niveau institutionnel cette autorisation et de l'aide pour prendre cette décision? En France, on ne peut pas. C'est impossible aujourd'hui.
Et donc, je dirais que c'est possible pour la médecine basée sur les évidences, sur les preuves, mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, faut-il recommander à un patient de faire du yoga puisqu'il n'y a pas de preuve? En tant que médecin, non. Non, vous avez besoin d'une preuve solide. Mais en fait, ce qui me perturbe le plus, c'est que lorsqu'il y a une preuve, ça ne fait pas partie de notre norme, en fait, de soins. Et je crois qu'un de vos collègues de Harvard ou de Weill, un radiologue, a donné en fait des bonnes preuves en ce qui concerne l'hypnose, le rôle de l'hypnose pour baisser la douleur, l'anxiété, pour la biopsie du sein, la catéterisation, les interventions rénales, etc. Il y a moins de médication, d'utilisation de médicaments, moins d'interactions, moins d'effets secondaires, analyse des bénéfices et prix. Maintenant, ils ne travaillent plus à Harvard parce qu'ils ne veulent plus ce genre d'études. Donc, quel que soit le traitement, il faut que ce soit revu de la même façon. Puisque ce n'est pas biologique, puisque c'est yoga ou l'hypnose, on ne le prend pas sérieusement et on le traite d'une autre façon. On a tendance à le rejeter. Et c'est ça, c'est cette attitude qu'il faut changer. Il faut vraiment que ce soit à pied d'égalité pour tout. Donc, lorsqu'il y a un article dans le JCO pour nous dire que yoga pratiqué par plus de 400 patients de cancer ont vu une solution à leurs problèmes, leurs troubles de sommeil. Alors, pourquoi est-ce qu'un médecin ne le recommanderait pas? Il faut vraiment que cela fasse partie du standard, si vous voulez, de soins. Moi, je suis rentrée dans ce domaine de façon très ouverte. Je me suis dit, si on le publie dans le New England Journal of Medicine et dans le JCO, nous allons changer ce standard, en fait, de soins. Maintenant, je suis devenue un peu plus sceptique, mais il faut vraiment que les gens, les prestataires de services de soins, etc., nous aident à chercher cette preuve. Je connais le travail de Dr. Lang, les travaux de Dr. Lang, et notre groupe a fait une demande pour du financement. Je crois qu'on n'aura rien du tout. Mais lorsqu'on montre en fait de la sympathie avant d'une intervention invasive, nous pensons que cela marche beaucoup mieux. Parce que le patient est beaucoup plus à l'aise et ça demande beaucoup moins de médicaments antalgiques, etc. Alors, ici, on parle des financements. On essaye de trouver des financements en ce qui concerne l'hypnose pour tout ce qui est ces interventions invasives. Parce que MDM, ils sont très sceptiques. Ils disent, oh, ça c'est pour avoir d'affaires. Nous sommes différents. On cherche des financements du NIH. Et les gens responsables disent, bon, on sait depuis plus de 10 ans que l'hypnose marche. Il n'y a rien de nouveau. Mais bon. Donc, c'est vraiment une situation sans fin. On chasse, on tourne en rond. Tout est déjà publié dans les meilleurs journaux, mais ce n'est toujours pas une norme acceptée de soins. Comment faire? Et c'est là où on rentre dans le domaine politique, certainement aux États-Unis en ce qui concerne le remboursement, etc., etc. C'est un problème. C'est un problème culturel aussi. C'est deux langues différentes qu'on parle. Et les gens n'arrivent pas à se communiquer, à comprendre la preuve. Parce que ce n'est pas une tablette ou une pilule, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça fasse partie de votre arsenal. In French, hein, je le ferai en français. Je te rejoins tout à fait sur. Il y a un problème, et je pense que c'est un peu partout pareil, cette espèce de primauté du dogme bioscientifique en médecine qui occulte un certain nombre de voies de recherche à côté. Bon. Après, est-ce que la pression de la société fera que les priorités changeront? Je n'en sais rien. Lorenzo, what you say is really important. Lorenzo, ce que vous dites est extrêmement important. Un système qui est parfait, et je vous suis. Nous avons exactement le même problème pour tout ce qui est médecine alternative, intégrative, pour les soins palliatifs, pour les soins de support et les soins curatifs. Qu'est-ce qu'on a fait pour les soins de support? C'était de rester très ouvert. Vous avez montré l'idée
Et félicitations, c'était parfait ce que vous avez montré. On voit le malade, on voit le patient. Et les soins de ce soutien sont impliqués là-dedans, de support. Il faut qu'on parle à tout le monde, à tous les médecins. Il faut qu'on ait exactement la même réaction. Oui, le problème, en fait, c'est le fait que ces médicaments sont en silo. Donc, il y a vous avez par exemple les soins curatifs et les soins de support. Il ne faut pas qu'ils soient isolés et séparés. Nous savons qu'un modèle intégré, en fait, donne beaucoup mieux des résultats qui sont meilleurs. Il ne faut pas les revoir séparément. Il faudra vraiment qu'on change. Et j'espère que cela changera. Il me semble, en vous écoutant et connaissant des gens qui travaillent à Gustave Roussy, que la culture française médicale est beaucoup plus conservatrice que celle qui est aux États-Unis. Parce qu'il y a ce truc horrible qui s'appelle l'homéopathie qui fait partie de votre système médical. Je ne sais pas. Aux États-Unis, la moitié des gens ne savent pas ce que c'est. Ils s'en fichent complètement. Mais ici, dans toute l'Europe, c'est en fait un bâton magique de yoga, l'homéopathie, prendre le ginseng pour la fatigue. L'homéopathie, c'est pareil, c'est pareil. Mais c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a beaucoup de batailles encore à livrer. Et je crois que c'est ce qu'on doit aux patients, de suivre la preuve. Merci beaucoup.